Ce soir, à l'émission, projet de loi 106, le débat reprend de plus belle. C'est sûr que sans personnel additionnel, ça peut pas fonctionner. Et Saint-Jérôme achète de nouveaux terrains dans le secteur du lac Jérôme. C'était le seul endroit près de la ville qui demeurait un espace vert. En entrevue, Catherine Goulet-Paradis nous explique comment on peut accéder gratuitement aux parcs régionaux du Québec. C'est une mesure qui permet aux Québécois et aux Québécoises de réserver des accès gratuits dans plus de 35 parcs régionaux participants. Je m'entretiens également avec Daniel Chérubin qui nous parle de conservation et de gestion durable de l'eau dans les Laurentides. Les MRC, municipalités régionales de comté de la région, doivent mettre à jour leur schéma d'aménagement et de développement. Enfin, Maude Loca nous fait 4 propositions théâtrales à venir au théâtre Gilles Vigneault. Notre programmation est bien touffue là, pour le mois d'octobre, puis on a 4 pièces de théâtre, donc je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était une occasion de mettre la loupe là-dessus. Bienvenue à Accès local. Jeudi 9 octobre 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors le débat autour du projet de loi 106 a repris là, avec la rentrée parlementaire. Faites-nous d'abord un rappel de ce projet de loi qui touche le système de santé. Oui, alors il a été déposé en mai dernier par le ministre Christian Dubé et se veut un moyen pour améliorer l'accès aux soins de santé. Plusieurs mesures sont incluses dans ce document, notamment la mise en place d'un code de vulnérabilité pour chaque patient qui avait fait beaucoup parler là, il y a quelques mois et l'inscription automatique de tous les Québécois et Québécoises à une clinique. Selon Lynne Couture, qui est présidente de l'AMOL, l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides-la-Naudière, cette dernière mesure est utopique. On peut l'écouter. Ça a l'air séduisant de dire demain matin, là, tout le monde va être attaché à quelque part. Je regarde chez nous, on est une ville d'à peu près une quinzaine de milliers de personnes, on est 8 médecins. La moitié là-dessus doit être à l'hôpital, faire du CHSLD, donc a d'autres activités. Et là, tout d'un coup, il faudrait qu'on prenne 5000 patients de plus. C'est sûr que sans personnel additionnel, ça peut pas fonctionner. Avec ce volume beaucoup plus important de patients, les associations de médecins craignent que les consultations deviennent express et que la quantité de rendez-vous prime sur la qualité des soins octroyés. Dr Couture appréhendait donc la frustration de la clientèle et une charge de travail encore plus importante pour les médecins. Selon elle, ça pourrait être la goutte qui fait déborder le vase pour des médecins qui sont près de la retraite. Voilà. Surtout qu'il manque déjà 150 médecins de famille dans la région. Oui, selon les associations de médecins omnipraticiens, cette loi pourrait aggraver la pénurie de main-d'œuvre. On écoute Dr Couture à ce sujet. Alors, c'est sûr que les gens se disent, coudonc, il y a d'autres provinces qui sont attrayantes, là. Moi, il y en a plein qui regardent l'Ontario, ils nous ouvrent les bras à grand ouvert. Ils viennent, eux, en Ontario, contrairement à ce qu'on fait au Québec, ils ont décidé d'investir 1,8 milliard de plus en première ligne. Juste pour vous dire, là, au Québec, l'investissement, c'est 2 milliards en première ligne. En Ontario, ils investissent 1,8 de plus que ce qu'ils font déjà. Alors, on est 2 mondes complètement différents, là. Et quelles sont, Clara, les alternatives là, qui sont proposées par l'Association des médecins pour pallier l'inaccessibilité des soins? Alors, Dr Couture m'expliquait qu'ils étaient prêts à travailler à partir des recommandations fournies par le comité d'experts nommé par le ministère de la Santé au début de l'année. Il y en a 6 de ces recommandations qui misent sur l'investissement des ressources en première ligne. Et qu'en est-il au sujet de la rémunération des médecins? Oui, alors le projet de loi 106 prévoit que 25 % du salaire des médecins puisse dépendre de l'atteinte d'objectifs collectifs. Selon Dr Couture, une loi n'est pas nécessaire pour régler ce litige. Nous autres, là, on est prêts à regarder ça, le changement de la rémunération, de faire de la capitation. Il n'y en a pas de problème. Est-ce qu'on a besoin d'une loi pour ça? Pas du tout. Pas du tout. On peut s'entendre. Puis ça serait beaucoup plus facile de s'entendre que de faire une loi. Ça serait même moins long. Et les négociations entre les médecins et le gouvernement ont été suspendues il y a quelques jours, justement à cause des mésententes à propos du projet de loi 106. Selon Dr Couture, l'article 8 du projet de loi est un point de friction important. On se laisse là-dessus. Finalement, même si on s'entend avec le ministère, le ministre pourra, de façon complètement unilatérale, dire, moi, finalement, cette entente-là, elle me tente plus. Tout bad saucade, on met ça au vidange ces articles-là et je décrète les nouvelles conditions. Vous allez maintenant faire ceci et cela.
Alors ça, c'est inquiétant pour nous, mais je vous cacherai pas que pour moi, c'est inquiétant pour tous les travailleurs du Québec. Là. Quand un gouvernement commence à se donner des droits qui vont au-delà des ententes, je pense que ça devrait faire frémir tous les travailleurs au Québec. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du lac Jérôme. À plus tard, Claude. En raison de la grève chez Poste Canada, plusieurs villes seront probablement dans l'impossibilité de livrer à chaque adresse 2 documents relatifs aux élections municipales, soit l'avis d'inscription à la liste électorale et la carte de rappel. Chaque citoyen et citoyenne de plus de 18 ans est donc invité à vérifier si son nom est inscrit sur la liste électorale de sa ville. Le 2 novembre prochain, il ne sera pas possible de s'inscrire ni de faire un changement d'adresse. À l'occasion de l'Action de grâce, Exo informe la clientèle des horaires spéciaux qui seront appliqués sur l'ensemble du réseau. Le lundi 13 octobre, les usagers doivent prévoir leur déplacement via les services d'autobus, de train, de transport adapté et de transport à la demande en fonction de ces modifications. Tous les autobus du réseau suivront l'horaire du samedi, tandis que les trains Exo 11 Vaudreuil-Hudson et Exo 12 Saint-Jérôme suivront celui du dimanche. Les autres trains ne seront pas en fonction. Tout le monde dehors, voilà ce que propose Parcs régionaux du Québec qui vous invite à profiter de la mesure Accès Nature, laquelle ouvre les portes de la nature québécoise à tout le monde. J'en discute avec Catherine Goulet-Paradis, directrice du développement chez Parcs régionaux du Québec. Bonsoir, Madame Goulet-Paradis. Bonsoir. Alors, c'est une mesure qui est en vigueur depuis l'année dernière. Expliquez-nous d'abord de quoi il s'agit et dans quel contexte cette mesure-là a été implantée. En fait, Accès Nature, c'est une belle histoire de partenariat entre l'Association des parcs régionaux du Québec, donc un regroupement de membres de parcs régionaux à l'échelle de la province, et le ministère de l'Éducation. C'est une mesure qui permet aux Québécois et aux Québécoises de réserver des accès gratuits dans plus de 35 parcs régionaux participants à travers la province, et ce, quand vous voulez. Cette année, c'est divisé en 3 saisons, donc saison d'été, automne et hiver. D'accord. Est-ce que on parle d'un accès illimité, là? Sinon, quelles sont les restrictions? Les balises, oui, donc ouais. Non, c'est pas illimité. On parle de 4 accès par personne par parc régional. Mm-hmm. Est-ce que pour chacun des parcs, il y a un maximum de personnes qui peuvent être admises chaque jour? C'est propre au parc. Dans le fond, c'est une modalité qu'ils ont décidé d'appliquer ou non. Je vous dirais que la majorité des parcs, c'est illimité, donc ils n'ont pas mis de limite journalière. Certains parcs avec des capacités d'accueil plus réduites ont limité les quantités d'accès nature journalière, mais c'est très minime là, à l'échelle du réseau. L'été dernier, il y a 22 000 personnes qui ont réservé leur accès gratuit grâce à cette mesure-là. Avec le beau temps qui persiste, comment ça s'annonce pour l'automne? En fait, ça s'annonce plutôt bien. On a pratiquement la moitié des parcs participants qui affichent déjà complet pour la saison. Donc, en fait, il y avait des quotas pour les saisons. Donc, c'est régi par les parcs régionaux du Québec. Donc, il va y avoir des nouvelles flottes de billets qui vont être mises en ligne à partir du 1er décembre pour la saison hivernale. Oui. Dans les Laurentides, on a 7 parcs participants. Et le seul qui reste des billets, c'est le parc naturel Bois de Belle-Rivière, proche de Mirabel. Très bel endroit d'ailleurs. Bon, vous venez de le dire, il y a 7 parcs dans la région des Laurentides, 35 au Québec, qui s'affichent à titre de parcs participants. Oui. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas déployé partout? En fait, c'était, je vous dirais que ça dépendait vraiment de la capacité d'accueil des parcs régionaux et de leur volonté à participer ou non avec Accès Nature. C'est certain que ça l'engendre plus de responsabilités administratives, de gestion au niveau des guérites, de l'accueil. Fait qu'il y a certains parcs qui ont décidé de ne pas y participer, mais à l'échelle du réseau, là, je vous dirais qu'on a 60 parcs membres là, à l'heure actuelle, puis il y en a plus de 40, 35, mais il y en a qui se sont ajoutés en cours de route. Donc, à l'heure actuelle, je vous dirais qu'il y a 42 parcs qui participent. D'accord. Selon ce que vous avez pu observer jusqu'à maintenant, parce que c'est implanté depuis l'année dernière, quelles sont les activités qui sont les plus prisées par les gens qui vous visitent? Oui, haut la main. En même temps, ça nous dira quel genre de parc est le plus ciblé, là. Oui, exactement. Ça dépend effectivement des saisons, mais je vous dirais qu'en été, là, sans aucun doute, la randonnée pédestre, là, c'est ce qui est le plus accessible, facile d'accès, qui prend le moins d'équipement. L'hiver passé, on a connu une forte popularité là, au niveau du ski de fond.
puis de la marche en crampons raquettes. Oui. Pour certains de ces parcs-là, l'accès est déjà gratuit pour les résidents. Alors, oui. Est-ce qu'il y a un autre avantage à retirer de cette mesure-là? Oui, absolument. Dans le fond, on a les grands parcs, les 4 grands parcs nature de l'île de Montréal qui participent. Puis comme vous le mentionnez, l'accès au parc en soi est un accès libre, gratuit. Ce qu'on a mis en place à ce niveau-là, c'est que le stationnement est gratuit. Donc, au lieu d'être l'accès au parc, donc c'est le stationnement dans les stationnements avoisinant le parc nature, les stationnements de la ville de Montréal qui sont gratuits sur réservation d'accès en ligne. Et si j'ai bien compris, il faut vraiment réserver à l'avance. On peut pas arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Exactement. Dans le fond, c'est pour assurer une certaine prévisibilité pour les parcs régionaux dans la fréquentation journalière des clients. Vous devez réserver au plus tard la veille en ligne sur toutlemondedehors.ca. C'est une mécanique assez simple de vous sélectionner le parc que vous désirez visiter, la date et rentrer vos informations. Il n'y a pas de paiement, évidemment, puisque c'est gratuit, mais ça doit être fait la veille. Puis le client reçoit un courriel avec un code QR. Puis si le code QR doit être à présenter ou à afficher dans votre voiture, le code du stationnement, à la journée de votre visite. En tout cas, c'est une belle occasion pour ceux qui n'en profiteraient pas encore de mieux connaître les parcs qui se trouvent dans leur région. On peut aller d'une région à l'autre. Absolument. Si ça vous tente, vous pouvez faire la grande tournée du Québec, comme c'est 4 accès par parc par personne. Donc, vous pouvez prendre 4 accès au parc X, 4 accès au parc Y. Donc, vraiment, ça vous donne l'occasion de découvrir une multitude de parcs régionaux. Écoutez, Catherine Goulet-Paradis, directrice de développement chez Parcs régionaux du Québec. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Au plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. La ville d'Oka présente une toute nouvelle murale créée par des citoyennes et des citoyens dans le cadre d'un atelier de feutrage collectif présenté par la feutrière et chapelière Lucie Bonnier. Ce projet a été initié et parrainé par la Société Arts et Culture d'Oka lors de la Journée de la famille. La murale est maintenant exposée à la place citoyenne. À l'approche de la saison hivernale, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides rappelle aux personnes vulnérables de se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19 pour se protéger efficacement. En raison de leur âge, d'une maladie chronique ou d'un système immunitaire affaibli, certaines personnes sont plus susceptibles de développer des complications à la suite d'une infection par un virus respiratoire. La vaccination demeure la meilleure protection pour réduire les risques de formes graves de ces infections. Pour limiter la propagation des virus respiratoires, la Direction de santé publique des Laurentides rappelle aussi l'importance de pratiquer des mesures de prévention comme le lavage des mains, la limitation des contacts et le port du masque si l'on présente des symptômes. En cas de fièvre, il est recommandé de rester chez soi. La saison d'automne est bel et bien lancée au Théâtre Gilles Vigneault à Saint-Jérôme. Et pour aller voir ce qui s'en vient d'ici la fin octobre, je me tourne vers Maude Loca, qui est l'agente de programmation principale. Vous avez ciblé des spectacles en théâtre. Oui, exactement. Notre programmation est bien touffue pour le mois d'octobre. Puis on a 4 pièces de théâtre. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était une occasion de vraiment mettre la loupe là-dessus, en fait. Donc, on est bien heureux de vous présenter 4 pièces qui vont être dans notre programmation dans les prochaines semaines. On est vraiment dans la diversité du théâtre d'ici, autant dans l'autobiographie, dans les grands classiques jusqu'au théâtre musical, mais aussi dans la création contemporaine. Ça commence avec Michelin le 15 octobre. Oui. Donc, Michelin, c'est un solo autobiographique porté par Michel Maxime Legault, en fait, avec son livre, et c'est basé sur son livre Michelin. Pour la petite histoire, il a failli s'appeler Michelin, mais il s'appelle Michel. C'est sa sœur qui a empêché la tragédie, il y a 40 ans. Elle dit, ben voyons donc, c'est pas un pneu, on va pas l'appeler Michelin. Donc, c'est un solo qui on comprend l'idée quand même. Oui, on comprend l'idée, exactement. Et c'est un solo qui est touchant, qui est drôle, qui a été mis en scène par Marie-Thérèse Fortin quand même. Et en fait, c'est un spectacle qui nous transporte dans l'univers d'une famille de cultivateurs à Saint-Polycarpe, oui. Et on y retrouve des anecdotes savoureuses, bien entendu, de la tendresse et un regard social tout en finesse. Et c'est un hommage à nos racines, mais également à toutes les familles imparfaites qui méritent tout de même d'être célébrées.
On poursuit avec un monument de la culture populaire québécoise avec la Géante le 25 octobre. Exactement. Donc, c'est une création du Théâtre de l'Œil ouvert, qui s'est aussi intéressé à Diane Dufresne avec Belmont, entre autres, et à Clémence Desrochers avec le spectacle Clémence. Donc, on est dans du théâtre musical qui retrace la carrière et la vie de l'incroyable Rose Ouellette, mieux connue sous le nom de la Poune. Et si vous aimez l'histoire, les mots, la musique et l'humour, ça va être vraiment votre soirée. Et vous n'avez pas besoin nécessairement de connaître la Poune, parce qu'on s'entend que la Poune, elle est née dans les années 20, elle est décédée dans les années 90, donc la jeune génération ne connaît peut-être pas la Poune, mais je crois que c'est une belle introduction justement pour connaître ce véritable monument du rire québécois. Et c'est un spectacle qui conjugue théâtre, chanson, et c'est une réelle immersion dans l'époque et l'héritage culturel de cette femme extraordinaire. Et je mentionne que le rôle titre est tenu par Gabrielle Fontaine. Mieux connue sur Passe-Caro, Passe-Partout? Passe-Caro. Passe-Caro, oui. C'est Passe-Caro, et c'est une résidente de la région ici des Basses-Laurentides, c'est pour ça que je le mentionne. Et voilà. On enchaîne 26 octobre, 12 hommes en colère, un classique. Oui, exactement. C'est un grand classique qui est fait en fait par les productions de Jean-Bernard Hébert qui célèbre ses 25 ans et qui ont décidé de s'attaquer à ce grand classique là, pour leur 25e anniversaire. Et c'est une adaptation du chef-d'œuvre de Réginald Rose qui a été propulsé par le cinéma dans les années 50. Ouais. Et là, on retrouve en fait 12 hommes qui doivent décider du sort d'un adolescent qui est accusé du meurtre de son père. Et donc, on se retrouve dans la pièce où il y a ces 12 hommes-là et où 11 personnes croient qu'il est coupable et une seule personne justement émet des doutes. Et c'est tout le processus justement où on voit les gens qui changent graduellement d'idée sur le sort de ce jeune homme-là, et on y aborde des grands termes universels comme la justice, les préjugés, le doute, le fonctionnement, la psychologie du groupe aussi, et bien sûr la responsabilité éthique là, quant au choix qui peut avoir évidemment des impacts irrévocables sur la vie du jeune homme. Donc, c'est une pièce captivante qui est servie par une distribution extraordinaire. Les critiques sont dithyrambiques, puis c'est à ne pas manquer, là, il reste quelques billets. D'accord. 29 octobre, Ma vie rouge Kubrick, ça, c'est un titre évocateur pour nous parce que ça fait référence au regretté Simon Roy, écrivain des Basses-Laurentides aussi. Exactement, exactement. C'est une expérience théâtrale qui est bouleversante, comme vous avez dit, de l'adaptation du roman de Simon Roy, qui était également professeur, je crois, à Lionel Groulx en littérature. Donc, c'est un personnage principal, puis on comprend assez rapidement que c'est son alter ego là, qui revisite sous le prisme du film de The Shining de Stanley Kubrick son histoire familiale qui a été marquée par la violence et par le deuil. C'est une œuvre aussi où se tisse le théâtre, la littérature, les cinémas, les arts visuels. Bien entendu, les cinéphiles qui connaissent bien l'œuvre de Kubrick vont être servis parce qu'il y a une panoplie de références, bien évidemment, dans la pièce. Et c'est une quête au sens de sens à travers la mémoire, les fantômes intérieurs, la recherche de lumière à travers tout ça et bien sûr la force de l'art. Donc c'est des monologues puissants, des images marquantes, mais aussi une célébration, une réflexion de la résilience. Eh bien, 4 belles propositions théâtrales. Maude Loca, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. L'organisme Éco-Corridor Laurentien annonce un partenariat stratégique avec les organismes de bassins versants et les MRC de la région pour la conservation et la gestion durable de l'eau. J'en discute avec Daniel Chérubin, chargé de projet en aménagement durable des territoires chez Éco-Corridor Laurentien. Bonsoir, Monsieur Chérubin. Bonsoir. Écoutez, la conservation et la gestion durable de l'eau, ça semble être un défi important. Aidez-nous à bien saisir l'envergure de ce défi-là, justement. C'est un défi d'importance, surtout au niveau territorial. On parle de la région des Laurentides qui est assez grand et qui est un espace assez important pour la biodiversité. Il y a une riche biodiversité dans la région des Laurentides et Éco-Corridor Laurentien est un organisme de conservation qui œuvre à la conservation des milieux naturels et on se retrouve dans un contexte où, depuis le 1er décembre 2024, le gouvernement a publié les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, dont la deuxième orientation porte justement sur la conservation des milieux naturels et la saine gestion des ressources en eau. Donc, les MRC, municipalités régionales de comté de la région, doivent mettre à jour leur schéma d'aménagement et de développement en étant en lien,
en respectant ces nouvelles orientations-là. Ouais. Vous êtes un spécialiste de la chose. Il est question de stratégie régionale pour une connectivité écologique des Laurentides. Expliquez-nous ce que ça veut dire, ça, la connectivité écologique. OK, la connectivité écologique est un concept clé quand on pense à la conservation des milieux naturels et à la préservation de la biodiversité. Ce qu'on entend par là, c'est que on veut que les milieux naturels soient interreliés de manière à assurer la survie des espèces, puisque les espèces ont besoin de se déplacer dans le territoire, et l'aménagement du territoire peut présenter un frein si elle n'est pas faite de manière stratégique, comme on le dit. Alors, l'idée ici, c'est que les MRC soient une planification qui soit cohérente au niveau du territoire pour que ces voies de circulation, mettons, de naturalité-là, soient continues et qu'il n'y ait pas de fragmentation du territoire à ce niveau-là. Et justement, comment va-t-elle se déployer, cette stratégie-là, concrètement là, sur le terrain? Concrètement, sur le terrain, c'est à travers les outils d'aménagement du territoire. Ouais. Donc, le schéma qui est l'outil de planification à grande échelle d'une région, d'une MRC, il va avoir des prescriptions au niveau de la réglementation, au niveau de la vision d'aménagement qu'on porte pour ce territoire-là. Et les municipalités, ils vont, à travers leur plan d'urbanisme, ils doivent être en respect de ces nouvelles orientations-là, de cette nouvelle vision d'aménagement qui contient la préservation des milieux naturels, des écosystèmes. Et bien entendu, la saine gestion des ressources en eau, d'où notre collaboration avec les organismes de bassin versant qui, elles, maîtrisent cet aspect-là. OK. Bon, il y aura la mise en place de portraits des milieux naturels d'intérêt. Il y aura aussi l'établissement d'un diagnostic de ces milieux-là. Alors, quels sont les signes et les symptômes que vous allez observer sur le terrain? Ce qu'on regarde, au fait, c'est le portrait du territoire. Ce sont des éléments qui sont dictés par l'orientation. Donc, il y a une liste de milieux à identifier, que ce soit des aires protégées, que ce soit des habitats d'espèces à statut, que ce soit des massifs forestiers d'intérêt, des vieilles forêts, etc. Donc, l'idée, c'est de venir cartographier ces éléments-là de manière à ce que les décisions d'aménagement qui vont être prises par la suite soient cohérentes à leur préservation. Oui. Donc, sur le terrain, concrètement, si on identifie un milieu, il y a des mesures de conservation à prendre en place, que ça peut passer par différents types de mesures, que ce soit, on parle aussi d'utilisation durable du territoire. Il ne s'agit pas d'interdire tout sur le territoire, mais de voir comment habiter le territoire de manière à assurer la préservation de ces habitats-là, que ce soit au niveau d'un aménagement plus cohérent et plus conscient de ces milieux sensibles-là. Écoutez, M. Chérubin, je rappelle que vous êtes chargé de projet en aménagement durable des territoires pour Éco-Corridor Laurentien. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Merci à vous et un plaisir d'en discuter avec vous. C'est très important pour la survie des espèces, mais aussi pour la richesse de la biodiversité dans la belle région des Laurentides. Merci beaucoup. Au revoir. On est de retour avec Clara Maté-Jaunet. La ville de Saint-Jérôme a fait l'acquisition de nouveaux terrains à protéger dans le secteur du parc naturel du lac Jérôme. Oui, tout à fait. Donc, c'est dans le cadre de l'agrandissement de ce parc naturel. Je vous présente ça dans notre reportage de ce soir. Nous sommes au lac Jérôme, dans le sentier principal qui est dans le parc du lac Jérôme. Il y a des gens qui font de la course à pied, il y a des gens qui se promènent en vélo. C'était le seul endroit près de la ville qui demeurait un espace vert. Alors, on a souvent des parcs municipaux, comme le parc Labelle en face de la cathédrale, mais ça, ce sont des petits parcs, d'où le trafic est immense, évidemment, tandis qu'ici, vous n'entendez pas la civilisation. Vous êtes en plein bois, comme si vous étiez dans le nord forestier, en haut de Mont-Laurier. Et c'est ça qui est merveilleux. La magie d'un parc nature, c'est d'entendre le vent d'un feuille, c'est d'entendre les oiseaux, c'est d'entendre la nature, quoi.
C'était une vaste forêt qui était là, latente, et puis qui attendait tout simplement qu'on s'en occupe. Et ça a commencé par un promoteur qui dit, ben moi, je suis prêt à vendre une partie de mon terrain, 10 millions de pieds carrés, mais j'aimerais ça que ça soit la ville qui l'acquiert. Alors, quand ça s'est fait en 2014, moi, j'ai mis sur pied un projet pour penser à un projet de parc nature. Ça s'est fait en 2014. L'année dernière, ce 10 millions de pieds carrés-là, on l'a protégé, on lui a donné un statut de protection permanent, donc ad vietnam aeternam. Et puis là, cette année, on a fait des acquisitions de terrain pour agrandir le territoire comme tel. Derrière moi, c'est ce qu'on appelle le terrain John Lecter. C'est lui qui nous l'a vendu en 2023. C'est à peu près 1 800 000 pieds carrés de superficie, puis c'est un milieu riche au niveau écologique. Et de l'autre côté, c'était un projet qui était prévisible, mais que finalement, les citoyens se sont opposés. C'est le projet de ce qu'on appelle l'écoquartier. Et puis, le promoteur a accepté de faire des transactions de terrain. Et là, à partir de ce moment-là, on acquiert, puis regardez, là, toute la forêt que j'ai devant moi, là, il y a 5,6 millions de pieds carrés qu'on acquiert au niveau du parc. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on fait un échange. C'est pratiquement à coût équivalent. On échange des terrains. Donc, au total, là, on est rendu à une superficie de 24 millions pour un échange de 200 000 pieds carrés. 24 millions, là, c'est l'équivalent du parc du Mont-Royal. Le parc du bois de Belle-Rivière, qu'on en parle souvent dans la région, c'est 19 millions de pieds carrés. Alors que le parc régional de la Rivière-du-Nord, c'est 17 millions de pieds carrés. Alors, vous pouvez voir maintenant que ce parc-là a une nouvelle superficie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la densification au centre-ville, à la verticale, et on fait de l'étalement végétal à l'horizontale. Il faut finir les contrats notariés, il faut que ça soit enregistré. À ce moment-là, il y a une interdiction de passer des chemins, il y a une interdiction de bâtir des immeubles, sauf si c'est à caractère récréatif, si vous voulez faire un kiosque là, en fonction de ça, une maison de l'environnement, ça serait le fun. Mais tout ce qui s'appelle développement immobilier, développement urbain, là, ça devient interdit. Et il y a des clauses. Hein? Vous avez conservé 90% du territoire à l'état naturel. Vous ne pouvez pas faire une autoroute de sentier là, avec ça. Là. Il y a vraiment des clauses qui sont établies dans lesquelles vous devez protéger votre territoire en conséquence. Alors, le développement résidentiel qui est là, dans l'entente, ce qui est prévu, c'est que ça va se poursuivre sur à peu près quelques centaines de pieds. Cependant, les blocs vont se poursuivre et se construire en rond de point. Donc, ils ne traverseront pas le sentier principal qui est derrière moi, parce que le sentier principal devait être traversé à 3 reprises par des chemins, ce qui ne sera pas le cas. La rue Ouimet se termine près du centre Claude-Beaulieu, et dans l'entente, la rue n'ira pas plus loin. Donc, le développement résidentiel va se terminer là et la rue ne traversera pas le ruisseau des Prairies et ne s'enfoncera pas dans la forêt qui est derrière moi. Autre particularité, pour faire une autre attraction au lac Jérôme, nous sommes en train de construire une tour d'observation de 15 mètres qui sera sur le mont Saint-Antoine. On le voit plus ou moins, il est derrière le gros bâtiment, mais c'est une tour dont les travaux viennent tout juste de commencer, qui devrait être terminée pour le 15 novembre. Ce parc-là a un potentiel immense pour le futur, c'est bien évident. J'ai bien hâte de le voir se développer encore davantage. C'est aux citoyens de se l'approprier et que ce territoire dépasse les frontières politiques pour en devenir un territoire jérômien à tous et aussi aux gens de l'extérieur. Vous êtes les bienvenus. Merci Clara. J'en profite pour signaler à nos auditeurs, nos téléspectateurs que ce soir, ils pourront voir le deuxième volet du dossier Stablex à l'émission Perspective. De quoi il sera question? Alors, cette semaine, on va prendre le pouls de la population sur le terrain, un peu évaluer leur niveau d'inquiétude face au projet de Stablex. On parle aussi de ce que la ville de Blainville a fait et n'a pas fait pour protéger le nouveau terrain qui sera utilisé pour la cellule 6 et aussi plus largement des solutions dans la gestion des déchets dangereux ici au Québec. Mais merci Clara, on se revoit mardi prochain. Au revoir Claude. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation de TVBL sur notre site web et regarder toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.